Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur France 3 Alpes. Voici les titres de ce journal. Deuxième jour du procès des émeutes de Moirans. L'audition des 12 prévenus a débuté au tribunal de Grenoble. Mais un an après les faits, qu'en est-il des victimes? Ont-elles été indemnisées à la hauteur du préjudice? C'est ce que nous verrons dans un instant. Mauvaise récolte, rendement en baisse, les fabricants de farine tirent la sonnette d'alarme et réclament une fois de plus la suppression de la taxe farine. Instaurée en 1962, elle crée selon eux une distorsion de la concurrence avec les meuniers étrangers. Et puis le cirque Arlette Gruss pose ses valises à Grenoble, premier lever de rideau demain sur un nouveau spectacle intitulé tout simplement Le Cirque, que nous réserve ce millésime 2016. Nous en parlerons avec celui qui dirige cette belle et grande institution, Gilbert Gruss, notre invité ce soir. À la une de l'édition nationale à 19h30, un aveu et 2 interpellations. L'adolescent arrêté hier reconnaît être à l'origine de la fausse alerte attentat le week-end dernier à Paris. 2 autres jeunes ont été arrêtés aujourd'hui. L'un des 2 n'a que 14 ans. Et puis les soins dentaires, la Cour des comptes tire la sonnette d'alarme. 1 Français sur 5 renonce à se faire soigner les dents. Les prix des couronnes et prothèses sont-ils toujours justifiés? Enquête. Mais d'abord, alors que le procès des émeutes de Moirans se poursuit avec l'audition des prévenus, nous sommes retournés aujourd'hui dans cette commune iséroise, théâtre des affrontements il y a un an. Les victimes ont-elles obtenu réparation? Quel est leur sentiment sur ce qui s'est passé? On voit ça avec Céline Aubert et Damien Borelli. Gare de Moirans, c'est sur ce carrefour qu'ont eu lieu les émeutes, du moins en partie. Sur ces rails, des voitures et du matériel sont balancés et incendiés. Quelques kilomètres plus loin, dans le centre-ville, les fonctionnaires de la mairie sont menacés à leur tour. 11 mois plus tard, la ville se porte partie civile dans le procès, par devoir envers les habitants. Moi qui suis médecin, j'ai une facilité à vous le dire, il y a le Precium de Loris. Et les gens ont été choqués. Surtout, ont été choqués du comportement de nos gens du voyage sédentaire, puisque c'est des gens du voyage sédentaire, qui habitaient Moirans depuis des lustres. Il y en a certains qui sont là depuis plus de 40 ans, il faut quand même le savoir, et qui ont fait une action de violence à Moirans, alors que les fêtes n'étaient pas dues aux Moiranais. Ce 20 octobre 2015, 35 voitures sont brûlées. Les propriétaires seront indemnisés plusieurs semaines plus tard et reçus par 2 ministres. Peu d'entre eux se sont portés partie civile. Aucun ne veut s'exprimer aujourd'hui. La victime la plus touchée, la SNCF. 257 trains en retard, du matériel et des voies détruites. Préjudice estimé 230 000 €. Comme les habitants de Moirans, comme la commune de Moirans, on est abasourdis par cette déferlante de violence, ces représailles organisées qui ont affecté le bien public. Autre victime des émeutes de Moirans, le propriétaire de la casse automobile située à côté du camp. Une vingtaine de ses voitures a servi pour les barricades. Il estime son préjudice à 30 000 €. À ce jour, il n'a pas reçu un centime. Les anciens cadres d'ETG devant la justice, Pascal Duprat, son fils Julien ainsi que Joël Lopez, étaient convoqués aujourd'hui devant le tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains. Poursuivis pour faux et usage de faux, ils encourent 45 000 € d'amende et 3 ans d'emprisonnement. Marion Feutry, Ariane Comte-Savary. Pascal Duprat, son fils Julien et Joël Lopez, un clan soudé et impassible. Hors caméra, l'ancien entraîneur d'ETG se dit navré d'être ici aujourd'hui et regrette l'absence des dirigeants du club. Car c'est bien Evian Thonon-Gaillard qui reproche aux 3 prévenus d'avoir produit de faux documents avant leur licenciement. Un avenant au contrat pour Julien Duprat, ancien directeur adjoint. Une fiche de poste pour Pascal Duprat. Cette fiche de poste, comme j'ai pu là aussi l'expliquer, explicite de manière extrêmement circonstanciée un certain nombre de prérogatives qui sont les siennes. Je pense qu'il tombe sous le coup de l'évidence que, et ça a été démontré, je crois que ça ressort des débats, qu'établir un document disant voilà ce que sont les prérogatives d'un tel ou d'un tel, au moment où le un tel a besoin d'en faire état auprès d'un nouveau président, il a là un élément fondamental entre les mains. Des accusations rejetées par les 3 prévenus, présentées par leurs avocats comme les victimes d'un règlement de compte. En jeu, des indemnités de licenciement. Pascal Duprat réclame 3 millions € devant le Conseil des prud'hommes. Julien Duprat en demande 100 000.
Si quelqu'un est condamné pour faux et que ces documents se retrouvent dans une procédure prud'homale, c'est pas neutre. Nous, on estime, et en tous les cas dans les documents qui ont été produits par Julien Duprat, il n'y a pas de faux, c'est contesté. Les documents qui ont été produits sont des documents qui sont vrais, et la partie civile n'a jamais produit le moindre document établissant qu'il y avait eu un autre contrat. C'est une instrumentalisation réelle, forte et déterminée de l'ETG. Le procureur a demandé des peines d'amende à l'encontre des prévenus. Le délibéré sera rendu le 18 octobre. En bref, sachez qu'une femme de 35 ans a chuté d'une dizaine de mètres alors qu'elle évoluait au sein d'un groupe près du sommet du Mont Aiguille. L'accident s'est produit à 30 mètres du sommet. Le peloton de gendarmerie de haute montagne de l'Isère n'a pas pu envoyer l'hélicoptère de secours en raison de conditions météo assez mauvaises. 3 équipes de 2 secouristes sont donc parties à pied accompagnées d'un médecin pour rejoindre la victime vers 17 h. Cette dernière souffrirait d'un grave traumatisme dorsal. C'est un sujet difficile dont nous allons parler maintenant, celui de la mort inattendue ou subite du nourrisson. On déplore chaque année une dizaine de décès dans les Alpes du Nord, où pour tenter de résoudre le problème, le CHU de Grenoble organisait aujourd'hui sa première journée de prévention. Jean-Christophe Solari, Jean-Christophe Pain. Conseil numéro 1, moins de doudou, peluche ou couverture. Le souci de la couverture, c'est que votre enfant, imaginons qu'il se mette à pleurer, que vous n'êtes pas dispo, vous êtes en train de faire la vaisselle et vous lui dites « bébé, j'arrive dans 2 minutes », bébé il va s'énerver, il va s'énerver, et hop, il va se retrouver sous la couverture. Conseil numéro 2, attention aux turbulettes trop larges. Là, vous avez l'échancrure qui est trop grande, le bébé pareil va bouger et il peut être amené à glisser dans sa turbulette et à se retrouver sous sa turbulette. Conseil numéro 3, ne jamais coucher bébé sur le ventre. Le risque d'étouffement est trop important. L'enjeu est de taille. Dans les années 90, avant cette prise de conscience, 1000 morts subites par an en France. Aujourd'hui, 250. Le mien qui est né en 82, je l'ai couché aussi bien sur le ventre, sur le côté, sur le dos. Je ne faisais pas attention à tout ça. Et maintenant, vous en pensez quoi ? Maintenant, je pense qu'on a beaucoup appris. Les grands-mères qui ont eu l'habitude de nous coucher, nous plus petits sur le ventre, leur disent « mais oui, mais moi je te mettais sur le ventre, tu dis j'irai mieux ». C'est vrai, on est d'accord que ça aide. Mais le problème, c'est que ça peut le faire dans nos bras, sur nous, quand nous on est réveillés, quand on est là pour surveiller son enfant, mais pas pour dormir. La pub ne les aide pas vraiment, elle met souvent en scène des bébés couchés sur le ventre. Le tabac, la naissance prématurée peuvent aussi expliquer la mort subite du nourrisson. Tout cela, ces jeunes parents l'ont appris aujourd'hui. Avoir des conseils de professionnels, c'est très important. En plus, ici à l'hôpital, il y a différents types de professionnels. Donc ça nous permet de poser des questions, de se rendre compte que notre bébé, parfois, il n'est pas pareil que les autres et donc il y a des réponses adaptées. Si vous avez d'autres questions, on en a toujours, n'hésitez pas à contacter l'hôpital Couple-Enfant à La Tronche, près de Grenoble. Agriculture avec les conséquences de la mauvaise récolte de blé cette année en France. Cela impacte toute la filière, les minoteries, les moulins qui produisent la farine. Leurs rendements sont en baisse. Du coup, les minotiers demandent la suppression d'une taxe ancienne qu'ils jugent injuste. Les explications, Xavier Schmitt et Cédric Picot. Les livraisons de blé s'enchaînent dans ce moulin, le plus important de Rhône-Alpes. Mais cette année, les meuniers sont particulièrement vigilants. La production française a baissé de 30% et la qualité s'en ressent. Les grains sont plus petits que d'habitude et donc moins riches en farine. Là, vous avez un échantillon de la récolte 2015. On voit des gros grains avec une jolie couleur. Et là, vous avez un échantillon de la récolte 2016, un blé qui a reçu plus d'eau, plus terme, avec pas mal de grains tout fripés, peu remplis en farine. Ce moulin appartient à l'un des 10 premiers fabricants de farine de l'Hexagone. La production est très automatisée. Après nettoyage et broyage, les grains de blé sont peu à peu réduits pour en extraire différentes farines. La qualité du blé a un gros impact sur les rendements. On a une baisse de 4 à 5% du rendement. Donc habituellement, nous avons une production de 78 quintaux-heure de farine et cette année, nous sommes plutôt à 75-76 quintaux-heure sur la production de farine. Donc le rendement baisse de façon significative. La meunerie est déjà une activité à faible rentabilité. C'est pourquoi la profession réclame la suppression de la taxe sur la farine, instaurée en 1962. Le montant de cette taxe représente à peu près la moitié de la totalité des salaires que nous versons et la totalité des investissements que nous faisons par an. Donc c'est dire le poids et l'importance qu'elle représente dans nos comptes. Et lorsque nous demandons sa suppression, c'est pour avoir une bouchée d'oxygène. Encore une fois, c'est pour plus investir, c'est pour embaucher. La suppression de cette taxe est aussi prônée par la Cour des comptes et une mission parlementaire.
Ce minotier, comme les autres, espérait être entendu par le gouvernement. Des pêcheurs, des chasseurs et des professionnels de l'environnement qui partagent leur expérience avec des écoliers. C'est le concept d'une journée qui avait lieu aujourd'hui au lac du Bourget. Le but, permettre aux enfants de découvrir de façon ludique et interactive la faune lacustre. Bernard Portugal, Frédéric Pasquette. Scalpel et loupe à la main pour mieux comprendre l'anatomie des poissons. Un atelier plutôt inhabituel pour ces élèves de primaire. Il a une nageoire sur le dos ou il a deux nageoires sur le dos? Lui, il en a une. Il en a une. Et aujourd'hui, ce ne sont pas les instituteurs qui font le cours, mais des pêcheurs ou des chasseurs venus vivre un moment de partage avec les enfants. Ça leur fait découvrir le milieu aquatique, notamment la vie des insectes, la vie des poissons, la façon de les pêcher. C'est très important de transmettre parce que de plus en plus le milieu est agressé par les pollutions, par l'homme, par plein de choses. Donc le respect commence déjà, je pense, tout petit. Mieux connaître les poissons, mais aussi les oiseaux du lac, ou encore apprendre à fabriquer des mouches. Un programme chargé pour une séance de travaux pratiques très concrète. Je trouve que c'est bien parce qu'on découvre ce qu'il y a à l'intérieur des poissons. On a appris comment pêcher, on a appris comment attraper pour pêcher des mouches. C'est intéressant, on peut savoir plusieurs choses. Dans notre atelier des oiseaux, comment ils décollaient, la migration, donc c'est intéressant. Au fil des ateliers, les enfants ont été acteurs de cette journée pédagogique sur le terrain, l'occasion pour eux de réfléchir avec les adultes à des problématiques qui les concernent directement. Nous avons un objectif qui est d'apporter des clés de réflexion. Nous, ce que nous voulons, c'est leur permettre de poser une réflexion à l'appui des informations et des explications qu'on leur donne. À eux, après, de porter leur jugement et de le laisser grandir. Pour clore la journée, les enfants ont pu s'adonner aux joies de la pêche au gardon, mais tous les poissons qui ont mordu à leur hameçon ont été relâchés dans les eaux du lac. Il est à Grenoble jusqu'à dimanche. Le cirque Arlette Gruss est de retour dans la région avec son nouveau spectacle. Un spectacle dont nous parlerons avec vous, Gilbert Gruss, dans un instant. Mais d'abord, petit détour en coulisses sur l'esplanade de la Porte de France. L'heure était au dernier préparatif aujourd'hui. Or, très peu, Marie Michelier. Conserver ce qui fait l'âme des plus beaux spectacles circassiens, c'est la particularité du cirque Arlette Gruss. Un plancher verni pour accueillir les spectateurs assemblés comme à l'ancienne, entre autres singularités. On a 11 musiciens, ce qui se fait pratiquement plus. C'est une création musicale chaque année. Les artistes travaillent sur nos musiques. C'est pareil pour les costumes. Il y a 120 costumes de réaliser chaque année. Donc tout ça fait la différence. Et vous assistez à un spectacle de cirque, mais un show comme ça doit être aujourd'hui. Des recettes du cirque d'autrefois tout en jonglant avec la modernité. Près d'1 million d'euros ont été investis dans cette piste surélevée de 17 tonnes et faite sur mesure. La seule au monde capable de supporter le poids de 4 éléphants et d'accueillir les spectacles des artistes et acrobates en toute sécurité. C'est droit, c'est de niveau, c'est propre, ça glisse pas. Quand c'est sur de la sûre, bon, c'est pas droit, il y a toujours un peu de bosse, c'est toujours un peu dangereux, on peut se fouler un pied ou quoi que ce soit, quoi. Après, c'est vrai que des fois, d'aller dans une piste avec de la sueur et tout, c'est assez magique parce qu'il y a l'odeur justement de la sueur, du bois, tout ça, c'est vraiment magique. Mais bon, sinon à part ça, c'est parfait. Parfait pour accueillir les 7 représentations à l'Esplanade à Grenoble. Lever de rideau demain soir. Gilbert Gruss, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue. Vous êtes, faut-il le rappeler, le directeur de ce cirque créé par votre mère, aujourd'hui disparu. Un cirque où chaque spectacle, et c'est ce qui vous caractérise, c'est une histoire. Qu'allez-vous nous raconter cette année? Mais écoutez, je vais vous raconter l'histoire du cirque, puisque le titre, c'est bien le cirque. Et donc, on a remis tous les ingrédients, comme les clowns, comme les animaux. Il y a énormément de numéros d'animaux. Il y a également des trapézistes. Il y a également... on a voulu conserver quand même les motards pour donner un petit côté futuriste au spectacle. Mais c'est un spectacle de cirque traditionnel.
Pourquoi ce retour aux fondamentaux chaque année? Pourtant, les cirques cherchent à se renouveler, à proposer des choses jamais vues. Parce qu'au bout d'un moment, attention, c'est un spectacle de cirque traditionnel, mais avec des choses qui sont complètement novatrices, comme le numéro de laser, le laser fight, comme on appelle nous, c'est vraiment quelque chose qu'on n'a encore jamais vu. Chaque artiste de ce spectacle ont des composants dans leur numéro, dans leurs prestations, qui sont complètement nouvelles et novatrices. Et les animaux occupent-ils toujours autant de place dans vos spectacles? On le sait, la pression sur les cirques est de plus en plus importante. Il y a des communes qui interdisent les cirques avec animaux. Vous avez changé des choses, vous, ou pas? Écoutez, oui, on a changé toutes les installations puisqu'on s'est mis aux normes comme le gouvernement nous a demandé. Donc maintenant, on est même un petit peu plus qu'aux normes. Et puis je vais vous dire quelque chose, s'il n'y a plus d'animaux dans les cirques, il n'y aura plus de cirque Arlette Gruss. Donc vous ne vous dites pas qu'un jour il va falloir changer quelque chose, repenser peut-être? On est capable de présenter des spectacles, vu que tous les ans on y inclut des choses comme les motards par exemple. On est capable de présenter un spectacle sans animaux, mais on ne le veut pas parce qu'on est né avec nos animaux et pour nous les animaux c'est nos enfants, quoi. Ils sont élevés et puis ils vivent avec nous toute notre vie. Alors pour revenir à votre spectacle, une création, on le disait, chaque année, ça relève du défi. Vous passez 11 mois sur les routes. Comment faites-vous pour penser et construire en même temps le show suivant? Écoutez, ça c'est très simple. Alors c'est la plus belle partie du boulot, on peut dire. Créer un spectacle, déjà je réunis toute mon équipe, on est à peu près une douzaine. Et puis avec ça on discute beaucoup, on se fait pas mal de petits restos, faut dire. Et puis on crée cette nouvelle partition qui sera le nouveau spectacle de l'année suivante. Il faut savoir qu'il y a quand même 180 costumes, qu'il y a une partition musicale de 2h30. Il y a des décors, il y a quand même des nouvelles lumières tous les ans. Et tout ça, ça fait quand même un petit peu de travail quand même. Voilà, à recréer chaque fois. Tout à fait. Donc il faut pouvoir aussi ressentir, deviner ce qui va plaire. Justement, quelles sont les nouvelles tendances du cirque, les numéros du moment, les incontournables? Ça c'est simple, il suffit d'aller dans la salle pendant que le spectacle est à cours. Le spectacle en cours, et puis on écoute bien les gens, et puis on regarde les yeux, et dès que ça pétille et qu'on voit du bonheur dans les yeux, il faut aller dans le sens du public, on va dire. Et dans votre équipe, 13 nationalités sont représentées. Ça veut dire que vous sillonnez le monde à la recherche des talents? Ça, oui. C'est vous qui allez? C'est moi qui y vais, c'est moi qui... Je veux pas lâcher ça, c'est quelque chose d'assez personnel. Et je dois dire que ça fait maintenant 31 ans que je m'occupe des spectacles chez Arlette Gruss. Et voilà, j'ai que du bonheur, que du bon. Et c'est vrai que c'est un gros boulot, mais j'adore ça. On peut aussi venir voir un peu les coulisses, les petits adorent ça. Hein, Oui, c'est possible, puisqu'il y a aussi également chez nous un secteur VIP qui fait que lorsqu'on est placé en VIP, on peut accéder aux coulisses. On peut voir les répétitions. Hein. Oui, le dimanche matin. Alors, les répétitions sont présentées par notre charmant Willis, notre attaché de presse, et puis on passera un bon moment, puisque avec la visite du zoo, on peut comprendre comment est-ce qu'un animal est dressé dans un cirque. Et après Grenoble, vous ne quitterez pas, les Alpes, vous irez à Annecy-Aix-les-Bains, c'est bien ça? Voilà, tout à fait. Gilbert Gruss, merci d'être passé nous voir. Votre cirque est à Grenoble jusqu'à dimanche. Merci à vous. On poursuit avec ce reportage qui devrait intéresser les passionnés de cyclotourisme. L'Ardèche va se doter d'une 3e voie verte après la Via Rona et la Via Dolcia. Elle sillonnera l'Ardèche méridionale sur 28 km. Les 2 premiers tronçons ont été inaugurés le week-end dernier. C'est notre reportage Grande Région de ce soir. Il est signé Vanessa Fize et Nicolas Ferraud. Le regain de douceur de cette toute fin d'été incite à mettre le nez dehors. Sur la toute nouvelle voie verte, les quelques chanceux qui ne sont pas au travail musardent, à pied ou à vélo, loin des voitures. 13 km ont été aménagés ici entre Pradon et Gros-Pierre, 2 autres du côté de Vaugué. Pour les professionnels du tourisme et des loisirs nature, c'est une belle promesse d'activité. Christine Noublanche vend et loue des vélos et elle a déjà vu la différence. Pour commencer, les habitants ont voulu tester la voie verte. Du plus jeune au moins jeune, des gens se remettent au vélo et du coup viennent vers nous pour acheter des vélos ou pour faire réparer des vélos qui étaient dans les garages depuis longtemps. Voilà, c'est un appel d'air vers la pratique vélo. Pour aller sur la voie verte, c'est très simple. Vous descendez la rue par laquelle vous êtes venu et vous prenez à gauche en direction de Chandolas. Marie-Louise et Gérard Lefebvre sont normands. Ils séjournent régulièrement en Ardèche. Nous les suivons jusqu'à Ruons. Sur cette section, un des points remarquables est la traversée de l'Ardèche sur un viaduc. La progression est aisée, les paysages variés. Nos vacanciers sont conquis.
Quand on se retrouve au milieu des voitures avec un camion qui vous frôle, c'est terrible. Alors que là, on est tranquille. Vous n'avez qu'à voir toutes nos routes qui sont largement fréquentées par les vélos, qui sont très étroites. C'était également pour mettre à disposition des touristes un itinéraire sécurisé. À terme, Via Ardèche sera longue de 28 km, le long de la rivière par l'ancienne ligne de chemin de fer. Des itinéraires de liaison douce sont aussi des points importants du secteur. Une première section est en service pour rejoindre Vallon-Pont d'Arc. Les aménagements des premiers tronçons ont coûté 2 millions d'euros, financés par la communauté de communes des Gorges de l'Ardèche, le département, la région et l'État. 5 autres millions d'euros seront investis pour compléter la voie verte en 2017. La nature peut parfois nous surprendre. À Saint-Étienne, dans la Loire, des étudiants ont découvert sur une ancienne décharge une orchidée méditerranéenne. C'est la première fois qu'on en trouve si loin au nord. Une découverte qui témoigne du réchauffement climatique de la région. Lyon et la vallée du Rhône sont désormais considérés sous influence d'un climat subméditerranéen. Damien Grosson, Pauline Lavoie. Quand la nature change, elle le dit parfois avec des fleurs. C'est le cas sur cette ancienne décharge fermée depuis 18 ans où des étudiants de la faculté des sciences font l'inventaire des différentes espèces végétales. Et parmi elles, surprise, une Serapias vomeracea. Effectivement, au mois de juin, avec les étudiants, on a été très étonnés, un petit peu par là-bas derrière. On a trouvé une orchidée. On s'est rendu compte que c'était une orchidée qui remontait de la Méditerranée, qui avait été localisée déjà plusieurs fois en Ardèche, mais pas dans la Loire. Et donc pour nous, ça voulait dire deux choses. Un, que le sol avait retrouvé une dynamique, une vie et permettait aux orchidées de pousser. Et deux, que c'était un marqueur de réchauffement climatique. On est content de voir qu'il y a des espèces pionnières qui s'installent et que le site a permis à ce que la biodiversité reprenne le dessus. Ce site ayant été fermé en 1998, depuis en fait le couvert végétal n'a jamais reçu de pesticides ni engrais. C'est quand même très positif. Vous pouvez commencer à récolter des inflorescences, donc hors du quadrat bien sûr. Vous essayez de prendre un peu toutes les tailles, petites, moyennes, grandes. Et si la nature en profite, les étudiants aussi. C'est probablement la meilleure expérience qu'ils puissent avoir parce qu'on peut leur expliquer en théorie dans une salle de TP comment on doit faire pour mettre en place des quadrats de suivi, mais la réalité c'est que là on est face à des plantes réelles, c'est vraiment de la connaissance pratique qu'ils pourront utiliser sur le terrain plus tard. De retour au labo, les listes de plantes collectées sont vérifiées. Des échantillons sont parfois envoyés au conservatoire botanique du Massif central qui a confirmé l'identification de l'orchidée. Comme ce sont des espèces qui sont très très exigeantes pour pousser, les orchidées, ça veut dire que là, elle a trouvé les conditions parfaites. Donc ça veut dire que le climat a vraiment changé à cet endroit-là. Il faudra s'y habituer, nos montagnes vont prendre peu à peu un climat méditerranéen. Enfin, c'est vendredi que démarre à Chambéry le festival de la BD avec, comme tous les ans, un prix du public pour lequel vous pouvez voter dès à présent sur Internet. Vous pouvez retrouver les 8 albums sélectionnés sur notre site alp.france3.fr. Avant de refermer ce journal, je vous rappelle cette information. Suite à la mauvaise récolte de blé, cette année, les rendements sont en baisse, moins 30%. Toute la filière est impactée, de la minoterie aux moulins qui produisent la farine. Du coup, les minotiers demandent la suppression de la taxe sur la farine créée en 1962. Suppression prônée aussi par la Cour des comptes. Ainsi va l'actualité dans les Alpes. Elle continue, n'oubliez pas, sur notre site internet alp.france3.fr. À suivre la météo, puis l'édition nationale présentée par Carole Gessler. Demain midi, à cette même place, vous retrouverez Pauline Allo. Très belle soirée.